Alors, je rebondis tout de suite parce qu'il y a une question à distance d'éclaircissement, enfin, pas d'éclaircissement, mais d'approfondissement plutôt. Justement, on parlait de distance. Est-ce que la Covid, alors c'est une question de le roi, la Covid n'a-t-elle pas accéléré l'existence des revues prédatrices ou amplifié peut-être le phénomène? Ça, c'est une bonne question. J'ai pas vérifié. Là, il faudrait mener l'enquête. J'ai pas regardé. Il faudrait voir. En tout cas, clairement, il y a une transformation de nos pratiques depuis la Covid. Clairement, on ne fait plus un séminaire comme avant. Un congrès, c'est pareil. On a fait émerger cette forme étrange qui est l'hybridité, avec ces distances, voilà, ces chats en parallèle qui imposent une cognition distribuée. Donc, quand vous faites une conférence, en même temps que vous parlez, vous voyez les questions qui affluent. C'est quand même c'est un moment étrange de notre rapport à ce que c'est que communiquer en sciences. Je ne dis pas que c'est mal, il faut juste apprendre. Mais encore, enfin, on en parlait tout à l'heure au déjeuner. Moi, j'ai fait une conférence à Nancy la semaine dernière chez les camarades philosophes des sciences. Et j'ai parlé devant 4 personnes et il y avait 50 personnes sur Zoom. Et sachant que je suis allé à Nancy pour échanger avec mes collègues là-bas, quoi. Donc ça a eu un effet, clairement, sur les pratiques de communication en colloque. Évidemment que peut-être qu'il y aura des effets sur les revues, j'en sais rien. On reste à la maison, donc on a peut-être plus le temps d'écrire. Il y aura peut-être plus de papier à publier, j'en sais rien. Oui, alors une première question dans la salle. Vous allez peut-être m'éclairer, mais je me demande si je ne suis pas tombé dans un prédateur, là, d'après votre description. Il s'agit de quelqu'un qui m'envoie des mails sous le nom de ResearchGate. Et ça arrive à peu près tous les mois et depuis plusieurs années. C'est pas le Covid, depuis plusieurs années. C'est des gens qui sont indolores. Simplement, ils me donnent un article qui porte mon nom, puis d'autres. Ils me disent, est-ce que c'est bien de vous? Ou un article qui me demande souvent il me demande le texte complet. Voilà, nous avons cette référence, est-ce qu'on pourrait avoir le texte complet? En général, peut-être qu'au début, j'ai demandé un peu un renseignement, mais depuis plusieurs années, donc maintenant, je réponds rien. Simplement, je jette le mail sans interdire quand même la communication. Mais ça dure toujours. Ça m'intrigue, ça m'embête pas. C'est indolore. Et je ne sais pas si ResearchGate, c'est quelque chose d'à peu près connu, j'en sais rien. Voilà. C'est très connu, moi ça tombe direct dans les spams. Mais ce qui est intéressant sur ResearchGate, c'est la stratégie pour accaparer les contenus. C'est on va jouer sur... C'est bon, vous m'entendez quand je parle comme ça? Ouais, c'est que ça joue aussi sur la petite compulsion narcissique de « on vous a cité 10 fois ». Le papier a été cité 10 fois. Vous voulez savoir par qui? Et vous cliquez, ça y est, vous êtes pris, quoi. Academia, ça marche beaucoup comme ça aussi. Moi, au tout début, je m'étais mis dessus. J'ai compris que voilà, il y avait anguille sous roche. Et là où c'est pervers, c'est que ça joue vraiment sur cette compulsion là à la visibilité qui aujourd'hui influe considérablement sur les évolutions de carrière. Mais qu'est-ce qu'ils en sortent, ces braves gens? À quoi ça leur sert de m'envoyer ce genre de papier? J'ai pas compris. Ils me demandent rien, ils me demandent pas d'argent, ils me donnent pas non plus. Pseudo-archive ouverte, mais en fait, oui. C'est des réseaux sociaux de la recherche. En fait, c'est les mêmes principes que Facebook dans la vie courante ou Instagram, sauf que c'est pour les articles de recherche. Et en fait, vous créez un profil sur lequel vous expliquez votre vie de chercheur et vous mettez vos papiers et vos textes intégraux. Sauf que c'est par rapport à... Vous pouvez faire la même chose sur HAL, qui est complètement public, sauf que là, c'est des réseaux sociaux privés et donc ils s'accaparent aussi vos publications. Vous avez des petites lignes à cocher et du coup, ils vont s'accaparer vos publications. Ce qui peut être dangereux avec ces réseaux sociaux, alors moi j'y suis, parce que ça me permet aussi d'observer, ce sont des terrains d'observation aussi, mais il y a certaines universités apparemment finlandaises qui demandent le facteur d'impact ResearchGate. Donc ce réseau social-là s'est institutionnalisé aussi dans certains pays, alors qu'effectivement ce sont des fonds privés, mais c'est pas les seuls, enfin, j'ai envie de dire. Et qui a beaucoup plus d'ampleur aux États-Unis et du côté du Canada. C'est très en place de ce côté-là. Ça arrive en France. Parmi les pratiques du changement de communication entre les scientifiques, il y en a une qui n'a pas été évoquée, c'est la publication à la suite des articles, des échanges entre les référis et les auteurs. L'open ça me commentary. paraît assez vertueux.
Oui, c'est l'Open Peer Commentary. Il y a eu des expériences, notamment faites par Julien Bordier, là-dessus, sur certaines revues plutôt physique-chimie, si ma mémoire est bonne. Alors, est-ce que c'est... je vois, moi, déjà, l'Open Peer Review, on l'a mis en place dans la revue Intelligibilité du numérique. Les gens sont très frileux. Les auteurs ne veulent pas donner leurs données. Enfin, non, même si on les incite dans les normes de rédaction à mettre qui ils sont, ils ne le mettent pas. Alors, est-ce que c'est par habitude, on est en train de mener une recherche là-dessus, est-ce que c'est par habitude qu'ils ne veulent pas, ils sont tellement habitués à anonymiser leurs copies, entre guillemets, qu'ils ne le font pas, ou est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans ce système-là? Par contre, ils aiment bien voir qui les a évalués. Donc ça, c'est assez drôle. On n'a pas encore fait le Open Peer Commentary. Les évaluateurs sont quand même assez frileux. Et surtout, l'étude qui avait été conduite, donc pas par moi, mais par Bordier, si toujours ma mémoire est bonne, il disait que c'était surtout les auteurs qui étaient très frileux au fait que certaines choses négatives dans leur papier puissent être révélées. Ça me paraît quand même assez vertueux. Bon. Alors, ça peut paraître vertueux, c'est comme les préprints. Ouais. Ça peut paraître vertueux, mais c'est vrai que de pouvoir rentrer, plutôt que dans un système d'évaluation, de pouvoir rentrer dans un système de dialogue scientifique et d'accompagnement scientifique paraît effectivement plus vertueux que certaines évaluations sèches. Par contre, sur l'Open Peer Review, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les propos sont beaucoup plus courtois, c'est vraiment beaucoup plus argumenté. Et du coup, il y a une vraie justification du oui, j'aime bien ou du non, j'aime pas. Absolument. Et il y a des recommandations réelles qui sont faites, chose qu'on n'observe pas nécessairement avec le double aveugle, voire des fois, bon. Alors j'avais une deuxième question. Bon, vous avez montré que tout ce mouvement a été lancé à Budapest, Berlin, les années 2000-2003. Il n'y avait aucun Français. Comment vous expliquez qu'il ait fallu 15 ans pour que la communauté scientifique française apparaisse internationalement sur cette scène? Alors moi, je ne suis pas professionnelle de l'IST. Je pense qu'il y en a qui sont beaucoup plus qualifiés que moi dans cette salle d'ailleurs pour répondre à cette question. Je pense qu'il y a eu Jussieu quand même, je ne sais plus en quelle année c'était. Il y a eu quand même des initiatives peut-être un peu moins connues, un peu moins médiatisées que les déclarations que j'ai évoquées. Il y a quand même une dynamique au niveau français qui est là. Est-ce qu'elle est appuyée par le gouvernement? Certainement pas assez. Est-ce qu'elle est connue? Certainement pas assez. Je ne pense pas que ça c'est dans ce sens-là. Je pense que c'est plutôt que ça n'a pas été appuyé par les chercheurs pendant toute une période en France. Le gouvernement et auprès des affaires européennes, on a toujours tenté de faire en sorte que ce mouvement pénètre rapidement en France. Et là, on s'est heurté à beaucoup de difficultés. Alors, il y a deux choses moi, que j'ai pu voir en faisant les études sur Numérev. La première, c'est quand j'ai lancé une enquête internationale francophone sur la rédaction et l'évaluation des articles scientifiques. J'ai reçu des mails d'insultes. J'ai reçu des mails d'insultes parce que je mettais à mal un système économique qui rémunérait aussi les auteurs et donc les chercheurs. Et certains chercheurs sont apparemment bien mieux rémunérés que d'autres par les maisons d'édition. Et donc, on met à mal un système. Donc, il y avait ça. Tu veux peut-être rajouter quelque chose? Donc, il y a toujours... Et puis, les chercheurs, est-ce que vous avez du temps aussi pour aller à toutes les conférences casuales et ainsi de suite? Il y a un moment donné, vous avez de multiples casquettes, vous n'arrivez déjà pas à sortir la tête du guidon après avoir fait vos enseignements, l'administration, l'accompagnement des étudiants. Vous avez un peu de temps pour faire de la recherche et aller finalement à toutes les présentations. Et pourtant, il y a une vraie dynamique au niveau de l'IST sur comment, pour justement mobiliser les enseignants-chercheurs. Mais il y a très peu d'enseignants-chercheurs et de chercheurs qui y vont. Parce que quand ils vont privilégier d'aller à une conférence
sur leur thématique de recherche, plutôt que de s'intéresser à ce qu'on va faire de leur papier. Du moment qu'ils ont publié, qu'ils vont avoir leurs bonnes notes dans leur CV, ça les satisfait. Et parfois, c'est par juste méconnaissance d'un système et par désintérêt, effectivement. Je rebondirai là-dessus, en tant qu'éditeur aussi, quoi. Moi, je le vois dans tous les manuscrits que je reçois, parce que je m'occupe d'une maison indépendante qui s'appelle Le Croquant, et on publie pas mal de thèses, et une fois que c'est publié, l'accompagnement après coup est parfois inexistant. Enfin, c'est vraiment, on coche une ligne. Moi, ça me désole, hein. C'est souvent comme ça, et pour les revues, c'est encore pire. Moi, ce que j'aime, c'est quand ça circule, quand on fait des séminaires pour présenter un dossier sur lequel on a beaucoup travaillé. Et ben en fait, ils sont plus là, littéralement, quoi. Donc, je pense qu'il y a aussi une indifférence, une méconnaissance, beaucoup chez les auteurs scientifiques de cette dimension, mais qui est super importante de leur activité, mais qui a été construite avec le temps comme une pure formalité pour agrémenter les CV universitaires avec des publications qui sont de plus en plus nombreuses. Là, j'enfonce peut-être une porte ouverte, hein, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus présent, y compris en sciences humaines et sociales. Enfin, il fut un temps où on publiait 3-4 papiers par an, c'était déjà énorme. Moi, j'ai des collègues qui publient beaucoup plus que ça, et je trouve ça en fait assez inquiétant, parce que il y a par exemple un standard que tu as évoqué tout à l'heure qui n'était pas du tout bankable, la monographie, qui prend du temps. Moi aussi, je finis mon HDR, j'ai du mal et tout. Ça fait depuis 4 ans que je suis dessus, ça sera un mémoire super, vous verrez quand ça sera terminé, mais je patauge parce que c'est compliqué, etc. Ça pourrait être un papier de 25 pages, hein, ça serait tout aussi bankable du point de vue des standards actuels d'évaluation. Il y a un très bon papier, déjà ancien, de Grégoire Chamaillou, que vous connaissez peut-être, dans la revue du MOS. Je ne sais plus quel était le titre. Hein. En gros, l'argumentaire, c'était comment devenir un killer dans le monde académique aujourd'hui. Et une des recettes, c'était ne publiez pas de livres, pas de dossiers qui prennent du temps, publiez des articles tout petits. Une idée, un truc de 10 pages, et vous en accumulez une bonne dizaine dans l'année. Alors là, vous explosez complètement. Et bon, ça, c'était il y a 15 ans, je crois, son papier qu'il avait publié. Ça paraissait un peu décoiffant. Quand même, il exagère. C'est devenu le standard, hein, avec même des formats d'écriture qui changent. Moi, je le remarque, parce que je me suis occupé de plusieurs blogs, on dit dans des carnets sur hypothèses. Donc j'avais Zilzol, et on faisait une publication par semaine. J'avais aussi Politique des sciences, l'Association française de sociaux, enfin j'en avais plein comme ça. Et je vois que dans les façons d'écrire, là aussi, il y a une écriture parfois presque journalistique sur les blogs, avec le format billet. Et il y a des moments, il y a des papiers scientifiques, on se dit, ouais, c'est pas loin du billet, quoi. Donc, il y a aussi des formats d'écriture qui se banalisent, qu'il faudrait aussi interroger, y compris dans les revues les plus construites comme légitimes. Même à l'oral, ça se voit, hein, les thèses en 5 minutes. Ouais, bien sûr. Je recommande d'ailleurs un très bon livre que nous avons publié aux éditions du Croquant, moi aussi je fais un peu de pub, sur la thèse en 180 secondes. C'est une analyse de comment ce concours en fait, a banalisé aussi une forme de présentation de soi, de performance. En 3 minutes, moi franchement, je suis incapable de résumer ma thèse en 3 minutes. Hein. Et si j'y arrive, j'ai mal fait mon boulot. Hein. Donc il y a aussi des formats de communication, là pour le coup, sur scène, qui sont coachés par ailleurs, qui font partie des trucs à valider quand on poursuit une formation de doctorat, c'est une formation maintenant, bon, qui disent beaucoup aussi des transformations des métiers de la recherche. Ça, c'est la publication, mais c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, quoi, les capacités oratoires, etc. Et moi, je vois les effets sur les jeunes chercheurs aujourd'hui. Je ne suis pas hyper rassuré, quoi. C'était le moment réac. Et pour revenir juste, un instant sur les formats, il y a certaines revues, surtout canadiennes, qui vous imposent carrément le format de comment vous devez rédiger votre article. Donc c'est contexte, méthodo, données, discussion, conclusion. En dehors de ce schéma-là, la science n'existe pas. Donc vous faites un papier théorique, il ne rentre pas du tout dans les canons, ils n'en veulent pas. Peut-être dans un dernier temps, je voudrais laisser la parole à Julien Sempéré, donc qui est directeur de la direction des bibliothèques et chargé du développement de la science ouverte au niveau de Paris-Saclay. Et en vous laissant la parole, j'aurais une question aussi pour vous trois, en fait, parce qu'on est
pas dans un lieu anodin, on est dans une bibliothèque. Et on a évoqué ce déséquilibre entre scientifiques, chercheurs et éditeurs. L'acteur bibliothèque a été cité, mais on n'a pas creusé. Alors, ma question pour vous trois, ça serait quel peut être le poids des bibliothèques et par rapport à l'évolution de l'édition scientifique? Alors, le poids dans l'édition de la recherche, je pense qu'ils ont une vraie place à prendre, en fait, mais ça amène une transformation de leur métier, complètement. Et c'est pour moi, ils vont devoir être plutôt des médiateurs scientifiques ou des médiateurs de la connaissance, au sens d'avoir une connaissance vraiment approfondie aussi de ce qu'ils doivent diffuser. C'est-à-dire qu'ils vont plus être que sur de l'indexation de contenu d'ouvrages, mais peut-être sur du balisage de contenu pour d'autres systèmes. Voilà. Mais il y a une reconfiguration profonde, à mon avis, de leur métier. Alors, soit ça va aller vers les données, soit ça va aller vers la connaissance. Il me semble que c'est plus intéressant et plus valorisant. L'humain, pour moi, doit privilégier la connaissance et pas le travail des données qu'un ordinateur peut faire. Alors j'y connais rien, hein. J'avais pas réfléchi à la question plus que ça, donc. Mais je vais quand même formuler une réponse aussi. C'est ce travail de médiation. Je suis assez d'accord avec la formule. Ça doit engager aussi profondément les chercheurs. C'est pas simplement une prestation comme ça fournie par des services de la documentation des bibliothèques. C'est les chercheurs doivent aussi apprendre aussi à être maîtres et possesseurs de ce foisonnement de la connaissance, que souvent ils comprennent pas vraiment. Enfin moi c'est pas que les étudiants, hein, les collègues parfois face aux bases ils sont complètement déboussolés. Et je pense qu'il y a aussi un gros travail d'acculturation des chercheurs aux transformations de la documentation scientifique. Et là, je parlais du sentiment d'abandon face à l'avalanche de données, de contenu, etc. Quand vous faites de la biblio ou de la veille, il y a des outils pour le faire. Et je pense qu'il y a pas mal de chercheurs qui ne savent même pas que ça existe, quoi. Et je pense que cette médiation, en fait, elle doit transformer un peu tout le monde, si je devais faire une réponse. Alors, pour vous répondre, en fait, notre métier par rapport à la première réponse qui a été faite, ça fait ce paradigme, il a évolué depuis très longtemps. Donc l'enjeu pour nous, quand j'entends votre réponse, c'est de faire comprendre en fait qu'on fait plus tout le métier tel que vous l'avez on peut l'avoir en tête et en image d'Épinal presque. Ça fait bien longtemps que les bibliothèques sont avant tout des lieux de médiation. Mais donc c'est pour ça que c'est très important d'être, et là ça rebondit à ce que vous venez de dire, on est une fonction soutien. Et soutien, ça veut dire qu'on fait à la place d'eux. Ça veut dire qu'effectivement, tout part alors en l'occurrence, si on parle de publication ou de diffusion de la connaissance des chercheurs, des producteurs. Et nous, on est là pour clarifier ce paysage et pour donner les clés pour effectivement, soit en source, quand on a besoin de faire de la veille, trouver de l'information, comment j'ai à disposition cette information, et bien évidemment apporter des réponses sur aujourd'hui comment elle peut se diffuser, puisque là c'est plus, on va dire, la dimension science ouverte, puisque nous on met en place une politique documentaire, c'est-à-dire mettre un matériau à disposition des chercheurs dans leur environnement universitaire. Dans un contexte français où, avec l'organisation en UMR, fait qu'il y a des sources de services qui peuvent être à la fois nationales, si on pense au CNRS par exemple, et vous avez évoqué tout à l'heure vos accès via le CNRS, et sur un territoire tel que Saclay, on a l'enjeu d'avoir une politique cohérente avec 14 partenaires et donc autant d'acheteurs, etc., différents et de domaines de recherche qui ont des cultures très différentes de liens aussi à la diffusion de la connaissance. Donc effectivement, ça demande pour nous une très bonne culture de comment on se diffuse la connaissance, etc. Et donc comment on positionne nos services de ce fait, c'est que d'une part, on a bien sûr tout un environnement d'acquisition de la connaissance, qu'elle soit gratuite ou payante. Est-ce que l'acquisition ne sous-entend pas forcément que ce soit une acquisition payante, mais ça veut dire capacité à choisir la bonne connaissance pour qu'il y ait un premier filtre aussi par rapport à ce qui est mis à disposition. Après, il y a tout l'enjeu de formation et d'accompagnement pour savoir utiliser cette connaissance, puisque bien évidemment, des bases en chimie, tu n'utilises pas de toute la même manière que des bases en juridique, etc. Et avec le transdisciplinaire, ça veut dire aussi qu'un chercheur qui, dans un champ, si on prend toujours l'exemple chimie et juridique, du médicament et l'enjeu de la législation autour des médicaments, il va avoir besoin de travailler sur ces deux enjeux, alors qu'il va partir en général plutôt d'une des deux disciplines. Donc on a aussi ce rôle de faire des ponts méthodologiques. Et ensuite, on a bien évidemment, je passe sous silence tout ce qui est offrir des espaces de travail, etc., parce que ça correspond bien davantage à un enjeu autour des étudiants.
Et on a enfin toute l'organisation autour de la diffusion de la connaissance. Et en ce sens, alors à Saclay, pour votre information, la gouvernance autour de la science ouverte est organisée via un comité de pilotage qui met autour de la table des chercheurs, des représentants des graduate schools, c'est-à-dire des communautés des différentes thématiques de recherche et des professionnels de l'information scientifique et technique. Et on a mis en place, donc vous allez en avoir connaissance très bientôt, un document unique qui présente la politique générale autour de la science ouverte en lien avec les politiques nationales et internationales et les priorités, la manière dont on va décliner des services et des projets autour de ça collectivement. Et en ce sens, il y a les enjeux de données, d'open access, etc. Et je ne ferai pas de différence sur est-ce qu'on doit se concentrer sur les données de la connaissance, parce qu'aujourd'hui, la connaissance, elle est très numérique. Donc, on se doit, en tout cas, nous, professionnels de l'information scientifique et technique, de maîtriser ces enjeux. Mais là où je vous rejoins, c'est qu'il y a des diffusions des enjeux qui sont très humains, dans même la capacité à faire se rencontrer certaines connaissances pour en produire des nouvelles. Et il y a également un enjeu de structurer la connaissance. Et ça rejoint notre capacité initiale à indexer de la donnée, de l'information, pour continuer, parce que la machine ne fait pas tout. On ne peut pas complètement... La machine, elle fait ce qu'on lui demande de faire. Et même en intelligence artificielle, il y a des enjeux de structuration de l'information et d'éviter des biais notamment. Dans tous les cas, donc, nous, on a projeté des services selon trois grands domaines. En fait, le domaine de l'accès ouvert, et donc y compris de mettre en place des accompagnements. Il y a des personnes dans la salle qui travaillent sur ces sujets. Mettre en place comment on transfère une revue depuis un éditeur qui n'est pas forcément vertueux dans ses modèles économiques vers une dynamique plus ouverte. Comment on crée des accompagnements pour que des chercheurs à Paris-Saclay publient des actes de colloques, qu'ils aient un kit à disposition et des équipes qui puissent rapidement les aider en fonction aussi de la façon dont eux-mêmes ont constitué et ont construit leur colloque, en l'occurrence. Je veux du peer reviewing ouvert ou pas, etc. Nous, on n'est pas là pour imposer à une communauté sa façon de voir la chose, on est là pour comprendre comment les communautés diffusent leurs connaissances, pour adapter des services et faire des propositions. Mais je crois que c'est largement... C'est pas assez connu en fait qu'on fait ça et qu'on apporte ce service-là. Et c'est vrai que c'est un enjeu, donc merci beaucoup de permettre de présenter ça. Et ensuite, on a toute la dimension, évidemment, les publications. Alors, vous avez beaucoup parlé, en fait, un des leviers qui fait évoluer les choses, et ça revient à ce que monsieur disait tout à l'heure sur les initiatives, jusqu'à Dora récemment, c'est quand on structurera l'évaluation de la recherche autrement que par du H-index ou de l'impact factor, forcément, ça va faire évoluer aussi la manière dont on publie, dont on diffuse la connaissance et dont on valorise d'autres aspects. Vous avez évoqué l'enseignement, voilà, la journée du chercheur, je fais de la médiation scientifique, de l'enseignement, je fais un colloque, etc. Et ça, le jour où je vais pour mon HDR, etc., c'est pas ce qu'on attend de moi, en fait. Et donc, il y a tous ces enjeux-là. Et nous, bien évidemment, on n'est pas là pour modifier la manière dont s'évalue la recherche, mais on est là pour apporter aussi des méthodologies, des choses qui sont objectivables, parce que c'est toujours... Pourquoi on en revient toujours à ces revues, à ces H-index, etc., parce que c'est des choses qui sont dans des standards, certes privés, puisque si on pense à ça, ça a été mis en place par le Web of Science ou des choses comme ça, mais on essaie de sortir ça et d'apporter d'autres solutions. Donc on a tout un ensemble d'équipes qui travaillent aussi sur comment on met à disposition cette connaissance, comment on est capable de l'identifier, de la partager, etc. Et ça va jusqu'à aussi de la valorisation, bien entendu, de ce qui est produit d'un point de vue purement recherche, mais d'un point de vue aussi projet. Et là, c'est toute la dimension bibliothèque numérique et valorisation du patrimoine scientifique, valorisation de colloques comme celui-ci pour qu'ensuite d'autres publics puissent y accéder et que la connaissance se diffuse. Donc voilà, en quelques grands mots, quelles sont les missions des bibliothèques, donc des lieux ouverts, mais aussi beaucoup de services, des services à la fois de proximité, puis des collègues qui sont très experts, connaître comment s'organise le transfert de données de recherche à l'échelle européenne pour proposer à des collègues qui portent des ANR ou des projets européens, etc. Ensuite, comment ils rentrent dans ces obligations internationales, etc. C'est très important aussi pour nous d'être capables d'accompagner ça. Donc voilà, beaucoup d'accompagnement à la fois thématique et technique, expertise, individualisé, avec un lien humain aussi. C'est des équipes, les bibliothèques à Paris-Saclay, avec les ONR, les universités membres associés et les établissements composantes, c'est 250 personnes, 250 professionnels qui sont au service de la communauté de recherche. Donc voilà un peu pour répondre à la question, en profitant pour expliquer un peu plus largement les choses. Et ça me paraît très important, effectivement, qu'on soit... Aujourd'hui, on a les compétences, on a le service organisé, donc évidemment que les chercheurs comprennent que ce n'est pas un ajout de complexité en fin de journée d'aller sur un truc sur les open access, mais qu'ils sachent qu'ils ont des ressources pour les aider et leur montrer et leur faciliter la vie. Voilà.
Couperin, ça fait plus de 20 ans que ça existe et que ça suit ces problématiques d'augmentation des tarifs des éditeurs pour être vraiment réduire Couperin. Maintenant, c'est beaucoup plus de choses, y compris dans le développement de la science ouverte. Et c'est des bibliothécaires qui sont derrière ça. Et il y a des négociateurs qui sont sur leur temps de travail, qui vont négocier avec Elsevier Sprenger et ces requins d'éditeurs, comme vous les citiez au début de votre PowerPoint. Et c'est vrai que c'est des bibliothécaires qui vont négocier au niveau français pour mettre en place des négociations qui soient le plus justes possible et en réduisant les coûts au maximum et en prenant en compte toutes ces problématiques de sciences ouvertes. Donc même si un établissement n'a pas forcément toutes les compétences que peut fournir l'Université Paris-Saclay, ils peuvent s'appuyer tout le temps sur des dynamiques nationales qui sont mises en place. Le réseau est très structuré et on est toujours là pour aider nos collègues. Bon, mais je vous propose de terminer sur cette note positive et d'accompagnement. Merci encore à nos intervenants pour la richesse des présentations, aussi bien du point de vue de l'information, parce que de mon côté, j'ai aussi appris pas mal de choses, et aussi pour les questionnements. Merci encore. Merci à ceux qui étaient à distance et qui nous ont suivis. Et puis, je vous souhaite une très bonne après-midi.